c'est comment x10 ton business sur les 3 prochaines années. Ça, c'est le gros point. On n'a pas de CRM d'installer non plus. Waouh, ça doit plus exister ça. T'as encore tellement d'argent qui dort. Guillaume est un entrepreneur belge à la tête d'une marbrerie haut de gamme située au cœur de Dubaï. Avec un chiffre d'affaires annuel de 6,7 millions d'euros, Guillaume s'est fait un nom en réalisant des projets prestigieux pour des grands noms aux Émirats, à l'international, en Russie, au Japon et à bien d'autres endroits. Mais malgré ce succès, il fait face à des obstacles de taille. Son entreprise manque de structure, ses opérations ne sont pas optimisées, aucune stratégie d'acquisition n'est en place et la gestion de son équipe freine sa croissance. Dans cette vidéo, nous allons l'accompagner pour transformer son business local en un véritable géant du luxe. En quelques heures, nous poserons le plan exact d'une stratégie qui pourrait multiplier ses revenus par 5 dans les prochaines années. Bienvenue dans les coulisses du Scale. Un format où je vous emmène au cœur de nos séances de consulting avec une transparence totale et sans aucune limite. L'objectif, vous révéler chaque étape stratégique qui permet à des entreprises comme celle de Guillaume de franchir des paliers de croissance majeurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alec Henry, fondateur et initiateur de Entrepreneurs.com. Sur ces 7 dernières années, nous avons accompagné plus de 10 000 entrepreneurs à se lancer, à accélérer ou à scaler. Notre mission ? Transformer le quotidien et la vie des entrepreneurs pour leur permettre d'accomplir leur mission. Pour ce consulting, nous avons un process simple en plusieurs étapes. D'abord, Anis, notre responsable performance, et moi-même analysons l'audit complet de 260 questions envoyées à Guillaume. En parallèle, Océane, notre responsable communication, se rend dans son usine pour que Guillaume nous emmène au cœur de son industrie et dans son quotidien. Le lendemain, nous attaquons la session de consulting. 3 heures intenses pour poser les bases, brainstormer et concevoir une stratégie sur mesure. Suite à cela, Anis et moi allons structurer un plan d'action clair que Guillaume reçoit en détail lors d'une restitution avec Anis. Ce plan va également permettre à notre équipe de l'accompagner dans sa mise en place, car Guillaume fait partie de nos clients du programme Scaling chez Entrepreneurs.com. Et enfin, un dernier échange entre lui et moi permet de répondre à ces quelques questions, ajuster les actions et s'assurer du succès pour la suite. Alors moi c'est Guillaume, je suis originaire de Belgique, installé à Dubaï depuis pas mal d'années maintenant, ça va faire 8 ans à peu près. Notre activité, eh bien, c'est la marbrerie du monde entier, localement aussi. On les transforme pour en faire l'aménagement d'intérieur de maisons, hôtels 5 étoiles. On est vraiment axé sur le métier du luxe. On travaille avec Four Seasons, Waldorf Astoria, Ritz-Carlton, W Hotels. Après un barbecue. Donc, en gros, j'ai rencontré mes futurs partenaires à un barbecue. J'étais pas destiné à travailler dans la pierre à la base. C'est plutôt un rapport et un échange humain, une amitié qui a fait que je me suis trouvé ici. Je suis assez instable comme garçon. J'aime bien créer, j'ai la bougeotte, j'aime bien changer. C'est pour ça que le coaching d'entrepreneur est aussi d'une grande aide parce que ça permet le focus, tu vois, sur le business. Donc ça, c'est très bien. L'aspect créatif, c'est un truc qui est important. Il est passé comme ça? No, you can go. Yeah, sure. On a un pôle commercial inexistant et de communication et de marketing qui n'existe pas. Et donc, nous, nos problématiques, c'est d'un peu standardiser, automatiser un maximum de processus pour devenir plus rentable sans forcément investir beaucoup plus non plus. Et aussi parce qu'en fait, on fait des très 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 beaux projets dont on est très fiers et en fait, personne n'est au courant. D'avoir un focus. Voilà, c'est vraiment d'avoir, ok, Guillaume, tu te calmes, tu te concentres sur ça et une fois que ça c'est fait, tu passes à autre chose. D'avoir des idées fraîches et un avis de quelqu'un qui n'est pas dans le métier non plus. Je pense qu'avec lui, il y aura 3 gros enjeux. C'est 1, augmenter son CA marge. 2, sortir davantage l'opérationnel et optimiser l'ensemble des process au global pour maximiser du coup le rendement de son entreprise. Et 3, la mise en place d'un vrai processus PR, tu vois, ou commercial en tout cas, mise en place et optimisation de son PR sales. Je pense que dans la manière de lui proposer des stratégies, il faut prendre en considération son profil de personnalité. C'est quelqu'un qui adore connecter, qui a la valeur amitié, connexion qui est très élevée. Donc naturellement, on met le paquet sur le networking, mais un networking beaucoup plus structuré et beaucoup plus quali avec comme un funnel en fait
un entonnoir de vente avec la stratégie de PR comme tu l'as évoqué également, tu vois. Et comment, en fait, au lieu d'avoir des éléments un peu disparates, on peut construire un vrai entonnoir de manière pensée, de la prise de contact ou juste de la découverte jusqu'à la signature en fait des contrats, il faut que ce soit vraiment bien huilé et bien réfléchi à chaque fois. Parce que typiquement, à chaque étape actuelle, il perd clairement des pourcentages et des chances de signer. Et en fait, c'est de maximiser dans chaque étape du funnel le pourcentage de chances de mieux convertir la personne qui vient se balader. En termes de chiffres, il dit que c'est très stable, qu'il fait 26 millions par an d'AED. 26 millions par an de dirhams, ça fait 6,5 millions. Il fait 2 millions d'euros de marge par an. Ça veut dire qu'il peut utiliser le levier bancaire ici. Ça veut dire qu'il pourrait recruter davantage, il pourrait sortir de l'opérationnel. Maintenant, la grande question à poser quand tu fais ça, c'est comment tu fais 200 millions de chiffre d'affaires. Comment faire un x10? En fait, si tu trouves comment x10, tu sauras au mieux comment x3, comment x4. Ouais. Dans tous les cas, il va devoir structurer sa team, sa vision, ses capacités d'absorption. Il a plein de possibilités, tu vois. Ça se trouve même racheter des concurrents. Ça, on pose les bases des 1 an d'accompagnement. C'est un gars qu'on va aider à scale fort, hein. Ouais, et sa personnalité, c'est un gros atout pour lui. Et il faut qu'il garde sa personnalité en atout dans les connexions, en capacité de sympathie, à tisser des relations, mais pas en closing. Parce que je suis sûr que si on creuse un peu, il a des impayés qui traînent. Il doit pas courir derrière les relances, factures, ce genre de choses. Et il a une personnalité, des fois, il est un peu trop gentil, ou il ose pas un peu s'imposer et rentrer dedans. En termes de leadership, de management, ou même de structure, ou de négociation commerciale, ou ce genre de choses, il aurait tout à gagner, en fait, à ce que lui, ça reste le gentil CEO, et que derrière, il ait un head of sales qui construit le système d'acquisition avec lui, mais qui soit beaucoup plus sharp, qui fait du vrai follow-up, qui lâche rien, qui travaille les... ouais, non, mais c'est clair. Non, mais tu peux pas faire 2 millions par an de marge et même pas avoir de head of sales. Enfin, ça n'existe pas. Il y a une anomalie, là. Il y a une vraie anomalie. Aujourd'hui, si son réseau représente 80% de ce qui lui rapporte en chiffre d'affaires, je me demande s'il a mis en place un mind map ou un équivalent qui lui permette, tu vois, de mapper l'ensemble de son réseau, créer des synergies potentielles sans même y avoir pensé et puis aller pouvoir amplifier ça. En fait, ce qui est assez dingue, c'est que ce qui lui fait 80% de chiffre d'affaires, il doit peut-être l'exploiter qu'à 10% en réalité. Complètement. Et donc la question, c'est comment exploiter au moins à 80%, ce qui lui fait 80% de son chiffre d'affaires. Donc exercice 1, l'organigramme de la boîte avant-après, et exercice 2, et je suis sûr certain qu'il l'a jamais fait, et c'est l'idée que tu as eue tout à l'heure, c'est de voir un peu, de lui faire dessiner une espèce de toile d'araignée. Ah mais je suis sûr. Interconnectée de tous les gens qu'il connaît. C'est sûr. Comment tu verrais globalement structurer la session? Moi, je verrais vraiment, je pose le cadre, j'ai quelques questions, machin, et ensuite je veux décomposer par rapport aux objectifs qu'on a établis ici, augmenter son CSA marge, sortir davantage l'opérationnel, optimiser le process global, et mise en place et optimisation de son process PR et sales, ce qui inclut du coup tout ce qui est CRM, exploitation de son networking, amplification de son système d'ambassadeurs, etc. Donc je pose le cadre, on valide ses objectifs, on voit s'il y en a d'autres, je pose mes questions. Ce qui va être important, c'est de lui faire prendre conscience que l'objectif, c'est pas de rentrer dans le micro-détail, mais c'est de poser vraiment les actions qui vont être les plus impactantes en termes de résultats. C'est les leviers qu'il n'a pas encore suffisamment actionnés, qui pourraient vraiment faire la différence, et lui dire, écoute, viens, on pense en x10. Ouais. Parce qu'au pire, on fera x2, x3, et ça nous donnera une base de réflexion, comme tu m'as dit tout à l'heure. Le mec, ça peut être success story extraordinaire. Bah écoute, super bien. Guillaume, j'ai hâte de le rencontrer. De tous les feedbacks qu'on m'a fait, ça m'a l'air d'être un mec calme, posé, réfléchi. Grosse force, on le voit au niveau de son networking, au niveau de ses recommandations. Donc j'imagine qu'il a aussi un travail qui est bien fait. Il a quand même près de 30 millions de dirhams de chiffre d'affaires annuel. Ça fait quand même plus de 6 millions d'euros. C'est pas rien. C'est une belle entreprise, ça tourne, des belles références, énormément de choses à améliorer qu'on a pu identifier ici. Donc hâte de creuser, hâte de poser les bonnes questions, valider certaines hypothèses qu'on a déjà pu spotter et puis lui permettre d'utiliser les bons effets de levier. Donc hâte d'être de demain. C'est curieux. Curieux parce qu'il faut vraiment capter un maximum de data, un maximum d'informations. Ensuite, c'est challengeant. Parce que la plupart des gens se posent les mauvaises questions et vont se focaliser, tu vois, sur les mauvaises choses. Ensuite, je vais vraiment cadrer, valider là où on va. Tu vas vraiment orienter également de par mon expérience, etc. Il s'agit juste de décomposer, décortiquer les actions ou les objectifs qui vont se dessiner les uns après les autres pour rendre la vision possible. Tout en utilisant intelligemment le maximum de ressources qui sont déjà présentes. Humain, temps, énergie, outils, argent, ressources, réseau, tout ça. Donc ouais, moi je trouve ça super. Encore une fois, tu vois, je le dis, mais j'ai hâte
Je sais que demain, je vais passer vraiment une bonne journée. Moi, quand j'entre dans la pièce, quand je rencontre cette personne, il n'est pas bon client. C'est un entrepreneur. Je suis un entrepreneur. On est d'égal à égal. Il a à m'apporter, j'ai à lui apporter. Je vais être curieux, je vais me mettre à sa disposition pendant toute la durée du consulting, de l'audit. Et je vais être comme son associé pendant un laps de temps donné. Je vais me mettre vraiment à sa place. Et je vais penser à ses intérêts court, moyen et long terme. Je vais penser collectif et non individuel. Je vais penser à l'entreprise, à la marque. Je vais penser à ses collaborateurs. Je vais anticiper toutes les problématiques. Je vais être parfaitement impartial. Et je pense que la transparence, l'honnêteté, la franchise, pour ceux qui sont prêts à l'accueillir, il n'y a rien de mieux pour établir une confiance. D'une part et d'autre part, c'est l'expertise. C'est-à-dire que demain, je challenge n'importe quel entrepreneur à me faire part de sa problématique si j'ai l'ensemble des éléments de contexte et toute la data. Il y a peu de sujets sur lesquels je vais faire chou blanc. Moi, j'ai identifié vraiment 3 grands objectifs, 3 grands axes que j'aimerais même pousser en profondeur, et puis j'aurai quelques questions en amont. S'il y a d'autres objectifs qui se dessinent dans ton esprit, tu me dis. Le premier, pour moi, c'est augmenter ton chiffre d'affaires et ta marge au global. Oui. L'avantage, c'est que compte tenu du fait que tu fais déjà un très beau chiffre d'affaires, tu as déjà fait le plus dur. C'est un problème de riche, quoi. C'est un problème de riche. Okay. Du coup, tu as déjà fait le plus dur et la question qu'on peut se permettre de se poser, qu'on ait ou pas la possibilité de l'atteindre, c'est comment x10 ton business sur les 3 prochaines années en termes de volume et de chiffre d'affaires. Surtout que tu es dans un marché qui est extrêmement porteur, que ce soit les Émirats au global, mais même les différents marchés sur lesquels tu es positionné. Donc, on peut se le permettre. Maintenant, comment atteindre cet objectif en sortant encore plus de l'opérationnel, en maîtrisant encore plus tous les process et en ayant la visibilité sur tous les chiffres, toutes les KPI pour piloter le business, prendre les bonnes décisions et puis mettre en place les bonnes choses, gagner du temps aussi. J'ai vu que tu voulais gagner du temps, notamment pour potentiellement d'autres projets à côté qui tiennent à cœur, mais même aussi venir le visionnaire et le stratège du business que tu dois être en tant qu'entrepreneur. Il y a du taf, quoi. Clairement. Ouais. Donc ça, c'est les 3 objectifs sur lesquels on va pouvoir se focus aujourd'hui. Est-ce que tu en vois d'autres qui sont importants pour toi? Moi, je pense que si on fait déjà ces points-là et qu'on fait une base en béton armé et que on peut ensuite construire les autres étages, je fais des allégories de la construction, mais bon, c'est parce que ça me parle. Mais oui, moi, je pense que en fait, je dois rester hyper focus. Ouais. Parce que tu t'en rendras peut-être vite compte, j'ai tendance à partir dans tous les sens. Et donc moi, c'est pour ça que j'ai pris le coaching aussi, en fait, avec toi, parce que ça se voit que t'es un soldat, quoi. Tu vois, c'est carré, c'est droit, mais c'est procédural. Ouais. En plus, ça fait un peu partie de ma personnalité, mais je l'applique pas en fait. Et donc ça, c'est un truc qui est dommage, quoi. Ouais. On va faire en sorte de l'appliquer alors. Ouais. Maintenant, j'ai plusieurs questions pour confirmer. Donc, tu m'as dit pas d'équipe sales et pas de head of sales, ok. Alors, on a juste une nouveauté, c'est qu'en fait, on a Olga qui va nous rejoindre. Qui arrive en novembre, tu m'as dit. Oui, c'est ça. Elle commence le 3 ou 4. Ok. Donc, elle va être en support chasser, tout ce qui est email campaign, LinkedIn, LinkedIn message, okay. je sais plus comment on appelle. Email setting, tout oui, ça. Voilà, tout ça. Okay. Elle connaît bien, elle est au fait de l'Emlist, setup un CRM, etc. Donc ça, c'est une grosse force. Ok. Et de toute façon, on part de zéro, donc j'ai envie de te dire. Ouais. Donc t'as pas non plus de CRM au moment. Ouais, mais justement, ça c'est le gros point. On n'a pas de CRM d'installer non plus. Wow. Donc on a un bureau, c'est vraiment old fashion. On imprime tout. C'est l'horreur. Est-ce qu'elle est au courant, Olga, qu'il y aura beaucoup de travail? Elle est motivée, ouais. Elle est très motivée, ouais. Heureusement. Il faut. Le but, quand tu as un collaborateur à haute valeur ajoutée qui intègre ton équipe, c'est de créer un onboarding qui lui permet d'être pleinement opérationnel et de rapidement rentrer dans le vif du sujet et d'apporter de la valeur à l'entreprise. Pour ça, il faut 2 choses. La première, un onboarding ultra clair permettant de savoir exactement ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit pas faire, les éléments qui vont valider ou invalider sa mission et le fait que le profil est validé. Okay. Mais aussi, du coup, mettre en place un environnement qui est propice au fait qu'elle puisse avoir tous les éléments qui font que ça va bien. Donc, à mon sens, c'est important avant son arrivée que tu valides et détermines
ok Odoo, ok Como, mais qu'en plus de ça, tu trouves peut-être un expert de ces éléments, de ces outils, qui te mettent en place d'ici là les 3-4 prochaines semaines, ces outils dans ta boîte. Soit tu bosses directement avec lui si c'est validé et que ça peut te faire gagner beaucoup de temps, parce qu'il faut surtout pas que tu prennes de temps là-dessus. Toi, tu dois prendre du temps sur d'autres choses. Parce que je te vois venir, tu vas vouloir même apprendre le dev. Mais ouais, bah après c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, mais c'est pas ton métier. C'est quoi ta checklist, par exemple, pour vérifier, parce que c'est un bon? Ouais. Je recommande, surtout dans des projets quand même d'ampleur, c'est de faire un projet test. Ah ouais. Tu vois, tu lui dis voilà, je dois implémenter la solution Odoo sur une base de ces une bêtise 10 clients, 100 prospects. Imaginons toi tu as peut-être 1000 clients, 10 000 prospects ou j'en sais rien, avec différentes variables, et tu prends juste 5% de ta base de données et tu prends les 3 qui te paraissent le mieux, tu te mets un budget, tu leur dis vous avez tous le même laps de temps pour pouvoir le délivrer, et tu vois concrètement le retour de chacun, la proactivité de chacun, et dans ces 10 là, enfin dans ce projet-là et ces 3-là, intègre des erreurs volontairement. T'intègres des erreurs, tu donnes pas les informations complètes, ou tu vas tout de suite voir. T'as ceux qui vont ne rien te dire, t'as ceux qui vont être proactifs et solutionner, patcher l'erreur, avancer, etc. Et t'as ceux qui vont paniquer et pas savoir quoi faire. Et de ça, tu vas pouvoir prendre ta décision sur ok, selon l'importance et le degré de gestion de la chose. Qu'est-ce que je mets en place? Bah tu vois, avec ta dernière phrase en disant fais un projet test, etc. avec les erreurs, je sais pourquoi je suis ici. D'ailleurs, j'aurais pas avancé forcément, ouais. Parce que moi mon processus de recrutement se limite à ok, good feeling. Enfin c'est pas sérieux quoi. On va pas se mentir. Ouais. Good feeling, j'aime bien la personne. Et en fait, je me rends compte quelques semaines après que c'est la cata, quoi. Ouais. Parce que oui, c'est peut-être une belle personne, mais en fait, c'est pas celle qu'il faut, quoi. Pour éviter ce que tu viens de me dire, où tu recrutes un peu au feeling, etc., parce que ça doit plus exister, ça, plus du tout. Non. Basé sur tous ces éléments, génère-moi une scorecard sur 10 critères et 12 questions que je pourrais poser à mes profils sourcés. Ce qui fait que tu établis vraiment dans tes recrutements de manière très rationnelle et non émotionnelle pourquoi ce profil est meilleur qu'un autre. Et là, du coup, boum, voilà, scorecard basé sur ça. Ok, expérience de gestion administrative, question, bam, critères d'évaluation, bam, score sur 10. Question, critères d'évaluation, bam, score sur 10. Question, critères d'évaluation, bam, score sur 10. Pas le droit à l'erreur. Impossible de se tromper avec ça. Et ensuite, là encore, tu vois, j'ai fait une scorecard très simple avec un seul critère d'évaluation à chaque fois et un score sur 10. La réalité d'une scorecard, c'est que normalement, tu as 3 colonnes. Qui te donne un chiffre plus 2, plus 1, moins 1 en termes de score, qui fait que du coup, tu as des positifs, tu as des négatifs. Et ensuite de ça, tu vas devoir, si tu veux, établir des ordres de priorité parce qu'il y a certains points qui vont valoir plus que d'autres. D'ailleurs, Odoo va te permettre d'avoir un outil clair de gestion de ta trésor, de ton cash, etc. et de toutes tes KPI financières. Ouais, parce que je pense qu'aujourd'hui, sans même te poser la question, je sais que ça doit être. Donc voilà. Et du coup, tu vois, typiquement, tu l'intègres dans tes lignes de coûts. Ça, c'est typiquement l'onboarding c'est pas un poste. Ah ouais, ça c'est déjà c'est un peu plus compliqué comme onboarding. Voilà. Donc tu vois, typiquement, c'est le vrai onboarding qu'on a déployé sur le recrutement du CEO que j'ai fait. Pour entrepreneurs. Donc tu vas plus être CEO, tu vas être. Je suis plus CEO d'entrepreneurs.com depuis juillet 2024. Et du coup, il a validé ces 3 mois haut la main grâce à un onboarding efficace. Et au bout d'un mois déjà, il était déjà avancé sur le mois 2. Au bout de 2 mois, il a fini le mois 3. On avait réajusté et maintenant on est bien au-delà des attentes. Mais parce que ça a été traqué. Et les conseils que tu vois, que je donne ici par exemple, on les applique dans entrepreneurs.com. C'est pour ça qu'on scale à cette vitesse. C'est pour ça que nos clients arrivent aussi à suivre et à scaler. Tu ne fais pas comme moi la stratégie du cordonnier. Le plus mal chaussé. Non. C'est ça. Je l'ai fait pendant longtemps, mais on essaie de plus le faire. Ah ouais, bah pareil aussi. Donc ouais, ça c'est capital. C'est pour ça qu'on est là. Ensuite, un document de culture d'entreprise. Toi, le culture book, c'est capital. Je sais pas si. Je sais très bien ce que c'est, mais par contre, t'en as pas. J'en ai pas. Non. Ouais. Donc tu vois, typiquement. Mais est-ce que c'est une des priorités qui va rentrer C'est pas une des priorités. Dans les 3 points ici, par exemple. Ça sera un des enjeux dans les 12 prochains mois. Créer un culture book. Ok. Mais compte tenu du fait qu'il y a pas mal de choses à structurer pour toi avec tes équipes,
c'est pas forcément l'enjeu prioritaire, l'enjeu principal aujourd'hui. En fait, si tu veux, il y a peu de tâches dans lesquelles tu es indispensable. Et si tu as vraiment travaillé ta culture en amont et que tu as recruté les bonnes personnes et que tu communiques correctement avec tes équipes, t'as vraiment pas besoin d'être sur beaucoup de fronts. Par contre, oui, tu dois valider. La confiance n'exclut pas le contrôle. En fait, entreprendre, c'est changer de métier au fur et à mesure de l'évolution de l'étape de ton entreprise. Et là, toi, aujourd'hui, tu es dans une étape où ton métier va être vraiment de prendre de la hauteur, de travailler que sur la vision, la supervision, les prises de décision et la résolution de problèmes. Vraiment, c'est 4 compétences que tu dois vraiment développer à fond. Donc, ça veut se décaler un peu et regarder du... Exactement. Ouais. Et c'est ce qui va te permettre réellement, en recrutant les bonnes personnes, en prenant les bonnes décisions, en se concentrant sur ce qui va apporter de la valeur ajoutée, de choisir ta boîte. Parce que typiquement, si tu as des clients comme là, Nahil, tu parles, ou plein d'autres, tu peux aller beaucoup plus loin dans les collaborations avec chacun d'entre eux. Ah oui, tu peux aller beaucoup plus loin dans l'ouverture. Maintenant, il va être question aussi de la capacité d'absorption, parce que... on peut tripler. En termes de volume de production. Hein. Bah, c'est parfait. On a fait nos calculs, on peut tripler. On va devoir engager. Hein, ouais, bien sûr. Mais on peut littéralement tripler notre production. Et en sachant qu'on peut tripler notre production sans optimiser les process partie production. Ouais. Et crois-moi, ils sont optimisables aussi. Ah bah, à balle. Mais donc, on en parlera de ça. Ouais, parce que là, on parle beaucoup de la partie market, sales, etc. Mais dans le cadre justement de l'accompagnement, on va tout voir. Et puis je pense que tu peux, en général, on peut optimiser je connais pas tous les détails, mais entre 30% et 100%. Je pense qu'on sera au-delà des 100%. Au-delà de 100%. Oui, parce que franchement, on fonctionne un peu comme des artisans ici. Ouais. Tu vois, en plus, comme on a un bon contact humain, etc., les gens, ils reviennent et ils sont contents. On travaille très bien. Donc, ça aide aussi. On fait des bonnes finitions, ils reviennent. Mais je sens qu'on n'est pas pro, quoi. C'est pas que je le sens, c'est que je le sais, je le vois, quoi. Ouais. On est pro sur les phytotes, etc., sur les chantiers, on est très très pro. Mais le reste, c'est un peu amateur, quoi. Pour celui on n'a pas d'équipe commerciale et on travaille avec des gros. On va changer ça. Oui, voilà. Comment tu gères ton cash, ton flux de trésorerie, tes factures, tes impayés? Est-ce que tu as beaucoup d'impayés? Comment ça vous gérez ça? Des impayés, c'est un sport national ici, dans la construction. Okay. Donc on doit courir après de l'argent. Sauf que nous, notre politique, c'est qu'on ne fait rien si on n'a pas 70% ou 70% selon l'audience, 70% de payés. Okay. On a une équipe de 2 comptables en interne. Un est vraiment comptable et il nous a rejoint il y a 1 an et demi, je crois à peu près. Et on a Joyce qui fait tout. Il est comptable, mais il connaît tout. Il connaît tout dans les chiffres, dans la boîte, etc. Quand il y a des gros achats, c'est lui qui gère. Okay. Ça, on ne fait plus. Okay. Voilà. Donc le cash in, cash out, c'est lui. À vrai dire, il a une meilleure visibilité que moi sur le cash. Pourquoi? Parce que j'ai délégué? Non, parce que tu n'as pas d'outil de pilotage dans ta boîte. Pas du tout. Ouais, voilà. Et ça devrait pas, tu vois. Ouais, je sais. Ouais. On peut déléguer, on peut mettre en place des systèmes, des gens, des choses, mais en tant que dirigeant, pour pouvoir prendre des décisions réfléchies et bonnes, tu es obligé d'avoir des datas. Et on ne peut améliorer que ce que l'on maîtrise. Donc typiquement, qu'est-ce qui te dit que tu dois recruter plus ici ou moins? Qu'est-ce qui te dit que tu dois choper plus de clients sur ça ou sur ci, ou recruter? Tu vois, tu sais pas tu sais tes chiffres grosso modo, mais tu vois pas le quotidien opérationnel. On a le big scope, mais alors je sais que de temps en temps on fait un point, mais on n'a pas de process. On fait des points, voilà, Joyce qui nous doit des sous, quel client, etc. De temps en temps on appelle des fois même nous-mêmes, parce qu'on a des relations avec les gens en fait, et donc on les appelle et c'est vraiment à l'ancienne, quoi. Franchement, il y a pas meilleur. Salut, je suis gêné, mais on me dit que t'as pas forcément. Ouais, après, Edouard est pas gêné du tout. Okay. Pas du tout. Moi, c'est un peu plus, c'est différent. Ouais. Mais lui, il est pas gêné du tout. Hein. Okay. Pour répondre à la question du personal brand, dans ton cas, spécifiquement dans ton cas, on va aller plus loin. C'est un peu, tu vois, c'est finalement comment on prend une décision dans son business. Okay. Combien ça coûte de faire ou de pas faire? Soit dans ce cadre-là, ça peut valoir la peine effectivement de prendre la décision personal branding.
Parce que toi, en tant que dirigeant, ça va te permettre d'aller chercher des talents, de mettre en avant ton parcours, etc., trouver des prospects. Olga, pareil, ça fait du sens par rapport à sa position dans l'entreprise, par rapport à la stratégie globale liée au setting. Et puis ce compte, pareil, ce qui fait que ça donne en plus du travail aux setters, ce qui fait que ça nourrit les sales et tout le monde s'y retrouve. Et ça génère des opportunités. Il y aura de l'interaction, il y aura du like, il y aura différents types de publications sur différents projets, etc. Et qui peut être, ça se trouve, c'est même peut-être une femme que tu as déjà dans tes équipes, qui peut être une sorte de community manager ou un sales ou n'importe quoi. Ou même le ou la sales que tu vas recruter en plus de Olga derrière. Ça peut être aussi intéressant. Le risque avec ça, c'est que si on prend une vraie personne et que la personne quitte la société, exactement, c'est pour ça, parce que tu investis quand même du budget. Ouais. C'est aussi le risque avec Olga, certes, mais peut-être que du coup, il y a moins de risques pour X ou Y raison. Oui, c'est ma compagne. Ah, bon bah, il y a beaucoup moins de risques. Ok, parfait. Ouais. Enfin, j'espère. Donc, je te le souhaite en tout cas. Donc, tu vois, typiquement, pour moi, c'est un go. Maintenant, encore une fois, tu vois, la question à se poser, c'est dans quel ordre de priorité? Oui, voilà. Et qui le fait? Tu vois, donc, c'est pas forcément toi qui dois le faire, c'est capital. Parce que le but, c'est de se démultiplier dans le business. Ouais. Du coup, moi, la question que je me pose, c'est, tu vois, même là, c'est un peu approximatif. C'est plutôt totalement approximatif, ouais. Voilà. Ouais. Et donc, la question à se poser, c'est, il faut que tu mettes en place un process là-dessus. Il faut que tu te poses et que tu te dises, OK, ce type de contrat, c'est 30%, ce type de contrat, c'est 30%, ce type de contrat, c'est 30%. Comment je vais chercher plus ce type de contrat? Ensuite, les contrats lifetime, comment je gère? Typiquement, ce qui se fait souvent, c'est par exemple 10 points sur l'apport d'affaires d'un premier deal et ensuite lifetime 5. Ça se fait beaucoup, tu vois. Tu diminues la commission, certes, mais c'est lifetime 5. Ensuite, ça, c'est juste la partie... Donc, ça, ouais. ça veut dire que les contrats lifetime, peu importe si tu m'apportes un client et que ce client me rapporte des contrats tous les mois, tu as une commission. C'est quand même vachement intéressant pour les deux, en fait. C'est trop intéressant. Ouais. Et si tu le marketes et que tu le vends, moi, je me dis, mais bingo, je vais, imaginons, demain, je te donne un client A, c'est un projet d'1 million. Ok, je prends 100 000, top. Ce client A, peut-être que la lifetime value de ce client, ça va peut-être être, une bêtise, 25 millions sur. Donc, j'ai imprimé 100 000 plus 5% des 24 millions suivants. Donc, en gros, 1,2 million de plus, sans avoir rien fait. J'avais mis une fois en relation. Et du coup, en fait, je vais me dire, mais c'est un super deal parce qu'en plus, mon client, il est reconnaissant. Tu vois, il est super content. Donc, j'avoue que j'y avais pas pensé du tout. Parce que moi, la question que je me suis posée, c'est vrai que quand j'ai vu ton dossier, c'est comment x10 le chiffre d'affaires. Et du coup, je me suis dit, comment x10 la relation de confiance entre le réseau de Guillaume et lui-même et sa boîte. Et du coup, les mecs, faut que ils soient hyper éveillés et conscients de ce que vous faites, de comment vous le faites et de pourquoi ils ont un intérêt à continuer à vous mettre en relation. Demain, qu'est-ce qui t'empêche? Tu te dis, bon, on va tester un event, on va te faire un event partenariat avec Finex, qui est ton partenaire, où eux, tu vois, vous avez les mêmes clients. Vous avez déjà un showroom, enfin ils en ont bientôt 2, grâce à de par ce que tu me disais. Et donc pourquoi pas, tu vas faire un event sur le showroom, soit ailleurs, peu importe, croisement de clients, t'invites certains partenaires, et en plus en amont de l'événement, donc tu le prévois peut-être dans 3 mois, en avant de l'événement, tu viens consolider la relation établie avec certains partenaires depuis déjà longtemps, ce qui fait que le fait de consolider la relation, quand dans 2 mois tu leur envoies une invitation pour l'événement et tu les encourages à inviter des potentiels clients pour toi à cet événement, c'est naturel pour eux de venir. Ils vont dire, mais bien sûr, merci, tu viens de me tendre la perche pour faire en sorte d'amplifier la relation et de te rapporter encore plus de cash et encore plus de clients. Et donc, tu crées un entonnoir, tu crées un funnel en fait. Tu crées un funnel de vente, mais pas en ligne, mais en physique, dans le business réel. Ouais, et en plus, t'as totalement raison, mais ici, ils aiment bien les flatteries, les gifts, les trucs comme ça. Ouais. Ils veulent se sentir uniques. Ouais. En plus, maintenant, je connais quelqu'un qui fait des gifts premium. Ouais, évidemment. Tu vois? Effectivement. Tu vois. Mais ouais. Tu vois, c'est vraiment un détail. Et effectivement, tu vois, même ces exemples concrets, enfin, certains que j'ai cités, ça vient de ça aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée. Il faudrait, mais alors, du coup, il faut que je mette, c'est quoi? C'est une espèce de chapitrage dans le CRM, focus sur les partenaires, c'est quelque chose comme ça, un fait, CRM partners en gros? Non, c'est pas un CRM partners. Tu sais, dans un CRM, tu as différents pipes. Ouais.
Et donc, tu as des pipes prospects, tu as des pipes clients, tu devrais avoir un pipe partner. Ok. Tu vois, Ouais. tu as un pipe partner, avec les différentes étapes du pipe. Et puis, du coup, tu as des scores pour chacun, tu as des tags pour chacun. Et toi, ton job, c'est de faire en sorte de mettre en place des process et de t'assurer que ces process soient appliqués par une personne qui est responsable de ça. Tu peux en être dans le process, mais pas totalement. Et puis ensuite, du coup, tu mets en place une stratégie en ce sens. Et ça ne peut que faire la différence. Ouais, je n'y avais pas du tout pensé, pour être très franc. C'est pour ça qu'on est là. Ouais. Je me permets de vous interrompre très rapidement. C'est un nouveau format. Votre retour nous intéresse. Dites-moi directement en commentaire si vous appréciez ce format, quel type d'entrepreneur vous voudriez que l'on accueille directement pour un prochain consulting et également quel est le ou les conseils que vous avez retenus et que vous allez implémenter dans votre business. Je lirai chacun de vos commentaires. Mais c'est ça aussi, est-ce que c'est pas intéressant d'avoir les vues des sites, des belles vidéos, des trucs comme ça? Honnêtement, oui, je vais pas te mentir, c'est intéressant. C'est un mieux, mais c'est pas une priorité. Mais la question est, voilà, priorité. En fait, le truc, c'est que quand tu as un business comme le tien, c'est-à-dire qu'il y a un gros potentiel, tu développes déjà du gros chiffre d'affaires, tu développes déjà de la marge, tu pourrais tout faire et rien à la fois finalement. Ouais, parce que mais le rien fait que tu te stabilises dans ta croissance ou tu te stabilises dans ton marché, voilà. C'est ce qui est déjà le C'est déjà le cas. Ouais, c'est le cas. Ouais. Donc maintenant, le tout faire, c'est OK, qu'est-ce qu'on priorise pour vraiment aller chercher plus? Et ensuite, quand on aura optimisé ça, là, on va commencer à pouvoir structurer. Mais je te donne un exemple concret. Aujourd'hui, tu n'as même pas de la visibilité vraiment sur tes chiffres. Donc, même si on venait à mettre en place quelque chose, on ne sait pas dire combien ça rapporte chaque action. Donc, on ne sait pas dire est-ce que je m'autorise à dépenser plus à ci ou à ça. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir d'abord de la visibilité sur les chiffres. Mais attention, ça peut aller très vite. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas dans la priorité. Dans 4 mois, peut-être que Oui, mais après, ça l'est. ouais. Pour moi, ça, c'est Q1, Q2 2025. Là, c'est juste qu'en fait, tu as encore tellement d'argent qui dort et tellement de potentiel avec des petites actions qui peuvent faire de grandes différences. Autant les implémenter. Autant les implémenter et qu'ensuite, tu puisses dire, OK, là, j'ai pris de la hauteur. Maintenant, on va aller encore en prendre en plus. Parce que, en fait, là, tu as facile de quoi faire x3, x4 ton chiffre sur, les 18 à 24 prochains mois. Okay, ouais, objectivement. c'est déjà... Avec ce qu'on met en place. C'est déjà incroyable. C'est déjà incroyable. Mais, moi, je t'ai dit, j'ai pensé à le truc, comment on peut x10 potentiellement. Il y a un point qui est capital. C'est que, c'est pour ça que je t'ai posé la question, c'est comment on établit des objectifs. Il faut qu'ils soient smart déjà, spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables, temporellement définis. Et surtout, il faut faire la distinction des objectifs primaires, secondaires et des objectifs intégrés ou pas. Ça, c'était 4 objectifs principaux pour moi à implémenter dans la boîte là, dans les mois à venir. Ouais, quand tu dis les mois, c'est de maintenant à dans mois, un an. Ah, un an? Ouais. Attention, hein, ça veut pas dire que on est tranquille 12 mois. Non, c'est-à-dire que ça commence maintenant. Ah, flûte, on peut pas être chill, quoi. Voilà. Ça commence maintenant et dans 12 mois, clair. c'est vraiment effectif, ça s'optimise, tu vois, ça, tu vas jamais arrêter d'optimiser, ça, tu vas jamais arrêter de Oui, c'est en l'optimiser. constante évolution. Voilà. Donc, c'est, sur 3 mois, sur 6 mois, sur 12 mois, etc. Et tu dois vraiment travailler à fond sur ces 4 points. Il y a que ces 4 points. Ça doit être ta priorité. Si vous souhaitez scaler votre entreprise et structurer votre croissance comme le fait Guillaume, réservez votre audit en cliquant sur le premier lien en description. Nous analyserons votre situation et vous offrirons un audit stratégique complètement gratuit. À l'issue de cet appel, vous repartirez avec des solutions concrètes pour accélérer votre activité, que nous collaborions ou pas ensemble. Que je suis pas du tout structuré. On s'est rendu compte que, en fait, rien qu'en structurant ce qu'on fait déjà, en mettant des process clairs et avec des objectifs smart, etc., en fait, la croissance peut déjà exploser avec un minimum d'action. Mes impressions après ce consulting, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui avaient déjà été spotées en amont, qui ont été validées. Premier point. Deuxième point, énorme potentiel pour Guillaume, pour son business. Assez incroyable. Hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire de toutes ces informations. Est-ce qu'il va les mettre en application ou pas? Est-ce qu'il va nous poser des questions ou pas? Est-ce qu'il va solliciter l'équipe d'experts qui est à sa disposition ou pas? Là, on est face à un business qui peut littéralement x3, x5, x10 sur les prochaines années. Donc, super excité de voir la suite.
J'étais hyper excité avant et maintenant je suis encore plus excité. Là moi j'ai une structure, j'ai aucune excuse, je sais exactement ce que je dois faire. Franchement si ça marche pas c'est que c'est de ma faute quoi. C'est tout. Là j'ai la checklist, je suis la checklist, on fait un débrief la semaine prochaine avec Anis et puis voilà, on passe aux étapes suivantes. Donc moi je me sens surexcité. Le point clé de ce profil, c'est émotionnel, mais c'est sa force en fait. Parce que de par l'émotionnel, il crée de l'humain. Tu vois, il est très humain, ça se voit. C'est un bon vivant, il aime les gens, il aime son métier. Et du coup, ça lui permet d'avoir une facilité assez déconcertante à créer des relations. Mais en même temps, du coup, ça crée aussi un leak, entre guillemets, celui de recruter parfois des gens basés uniquement sur un feeling et pas sur du rationnel. Et on sait que tu peux réussir une fois, deux fois, trois fois, mais quand tu veux commencer à t'étendre et qu'il y a plus de lien émotionnel, parce que malheureusement tu peux pas gérer 10, 15, 20 personnes en même temps, il faut quand même y mettre une touche de factuel, de rationnel, de carré. C'est un peu ce qu'il était venu chercher, tu vois, il aime beaucoup mon côté carré, droit, suisse, et puis la structuration qu'on a mis en place sur entrepreneurs.com et auprès de nos clients. Donc il l'a évoqué. Donc ouais, c'est vraiment le mot, je dirais, plutôt qu'émotionnel, je dirais humain. Plaisant, chaleureux, bon c'est le même mot, hein, ok. Super fun, super chouette, hyper pro. Donc il y a plus que 3 mots, je suis désolé, mais et le troisième, pour mon cas revivifiant, et je vais quand même utiliser un quatrième, qui est le mot structurant, un peu comme un aiguilleur du ciel, quoi, tu vois. Là il y a l'avion, on est dans le ciel, mais on n'a pas un cap précis. Donc Alec le capitaine m'a remis sur le cap. Avoir de la visibilité sur ses chiffres. Il a aucune visibilité sur ses chiffres. En fait, il est vraiment assis encore une fois, je pense, sur une mine d'or. Mais c'est tellement compensé par d'autres hard skills et soft skills qu'il a accumulés inconsciemment avec les années sans s'en rendre compte même, que ça pose pas de problème. Je pense que s'il n'était pas dans un marché aussi porteur et en expansion que Dubaï et les Émirats, ça serait pas aussi simple pour lui d'avoir cette croissance et ce chiffre d'affaires, et que donc ça crée une sorte de zone de confort inconsciente où, de par le fait que ça croît, ça avance, ça tourne sans tous ces efforts, voilà. Mais si du coup tu rajoutes ça, cette structuration, ces outils, ces efforts, ces process, cette team qu'on peut mettre en place, ça peut littéralement exploser. En fait, c'est Alec qui m'a marqué aussi. C'est son recul et son sang-froid, tu vois, sa prise de distance comme ça. Il est hyper chaleureux, mais il sait prendre de la distance comme ça. Aussi, le fait qu'il soit hyper préparé, ou alors s'il n'est pas hyper préparé à l'avance, en tout cas, il a une réflexion très rapide. Et donc, en fait, on peut avancer très très vite, on coupe vite, tac, voilà, next, tac, next. C'est incroyable, moi j'aime bien ça. Moi, j'avais pas tellement de croyances ou de problèmes de croyances. Je me rendais compte déjà à l'avant. J'ai déjà fait une analyse, un peu une introspection entre guillemets. Je savais quels étaient les problèmes, etc. Moi, j'ai besoin d'un coup de pied au cul. C'est ça que j'aime bien. J'aime bien être encadré pour pas perdre de temps non plus. Donc, c'est très confortable et en même temps, c'est très challengeant d'avoir quelqu'un qui te cadre et d'avoir un groupe de coachs qui vont te structurer sur différents pôles, quoi. Bon, Guillaume, déjà, énorme potentiel. Quand je disais au tout début qu'on pouvait voir comment x10 son business, je confirme. Par contre, tu vois, il a besoin vraiment, pour le coup, d'une vraie stratégie commerciale, d'un CRM, de KPI dans son business, de data. Il a besoin de sortir de l'avantage de l'opérationnel, il a besoin d'optimiser tous ses process au global, il a besoin de mettre en place une stratégie de recommandation claire, une stratégie d'apporteur d'affaires clair. C'est capital. Ça va l'aider à justement aller atteindre les objectifs. Qui est l'objectif simple, augmenter son CA et sa marge. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte au travers du consulting qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne savait pas et qu'il a appris, qu'il a découvert, qui étaient puissantes. Mais aussi qu'en fait, il génère du chiffre d'affaires, donc on parle quand même de 25 millions de dirhams, c'est plus de 6 millions d'euros, avec 30% de marge, donc c'est quand même intéressant. Et pourtant, il y a des trous dans la raquette de tout son business. Il n'y a pas un pan du business qui n'est pas optimisable. Donc l'idée, ça va être de réussir à prioriser, en fait, sur les 12 prochains mois,
parce qu'il y a vraiment le potentiel de faire un truc de dingue. Hein. Je veux dire, en l'occurrence, vu les montants qu'il a déjà dans son business, juste on augmente de 10% sa marge, c'est 500 000 euros de plus, quoi. Voire plus en termes de marge nette. Donc c'est très puissant. Je pense que pour la partie communication, branding, marketing, tout ce qui est un peu réharmonisé, tout ce qui va être consultable en ligne dans sa stratégie de recommandation d'apporteur d'affaires où les gens vont aller vouloir voir, regarder ce qu'il en est, son site internet et tout. Je pense qu'Emmanuel, elle est vraiment top pour ça. Maintenant, pour la stratégie commerciale, CRM et lecture de data, si on lui fait pas un peu de forcing et le faire sortir de sa zone de confort, il faut aller un peu lui rentrer dedans et ça, je peux le faire moi. Vu que ça marche, il va avoir une résistance naturelle à l'implémenter. Et j'évaluerai à quel moment je peux l'aider en direct. Tout ce qui lui permet en fait de plus lire son business de manière concrète et réelle. En 2, on a une sortie de l'opérationnel progressive. Alors qu'est-ce qu'il fait encore au quotidien dans l'opérationnel à part la partie réseautage, lui? Son quotidien, c'est ça, hein, c'est gérer un peu ses WhatsApp. Bon, tu vois, par exemple, CRM, il avait même pas de CRM WhatsApp alors que Zemira, c'est capital. Donc, c'est envoyer des messages, gérer son truc, penser à son business tous les jours. Puis, il fait ses allers-retours entre chez lui, certains chantiers, certains clients et son usine. Et voilà, c'est son quotidien, quoi. C'est vraiment, il est dans l'opérationnel. Alors que, idéalement, profil comme ça, il devrait être 90% de son temps, 80% de son temps en bureau, accueillir des clients, négocier des deals, négocier des partenariats et 20% de son temps aller rencontrer des partenaires, rencontrer des clients, faire des networking, des choses comme ça. Mais il se rend compte, tu vois, il regarde autour de lui, il se rend compte que les autres boîtes, des boîtes plus petites que lui, souvent, c'est pas le CEO qui vient, c'est les sales. Exactement. Et du coup, ça le frustre intérieurement parce que lui, c'est pas recruté, parce qu'il a toujours recruté sans process, avec le feeling. Donc, il se dit, ah tiens, il est sympa, il est gentil, ah bah tiens, je le recrute. Mais il s'est jamais dit, ok, fiche de poste, ok, scorecard, ok, process de recrutement, ok, rationnel, pa. C'est pour ça, un gros point de vigilance sur comment il va déployer son système de recrutement. Par contre, après, l'autre étape, c'est recruter un directeur des opérations ou un CEO à sa place. Et là, ça serait vraiment pépite. Comme exercice, ce qu'on va lui faire, c'est l'organigramme idéal et la priorité de recrutement par rapport à cet organigramme-là, en vue d'une croissance sur 12 mois pour faire un x10. En fait, on lui dit, ok, faire un x10, ça représente quoi? Qu'est-ce que ça demande en termes de ressources? Et on fait une ingénierie inversée, une rétro-ingénierie, avec les équipes minimum et ultra qualitatives pour aller chercher ce x10 sur 12 mois. Ça me semble très clair pour Guillaume. Lui, par contre, qui est ultra expressif, il m'a partagé un WhatsApp, il m'a dit, j'ai adoré, c'était génial et tout machin. Ouais. Donc, et c'est vrai que c'est un challenge pour lui de se dire, ok, moi j'adore connecter, pourquoi j'arrêterai de connecter et je mettrai quelqu'un d'autre à ma place? Parce que lui, c'est un bon connecteur, mais d'une part, dans les réunions, c'est des sales et c'est pas les boss des boîtes à chaque fois. Et d'autre part, peut-être qu'il s'est pas transformé convenablement. Donc peut-être que lui, on le laisserait uniquement pour la négoce des deals et on enverrait chasser 1 ou 2 sales. Déjà tu vois, faut trouver un bon. Moi, je pense qu'il faut trouver un bon qui va faire le nettoyage, mettre en place la stratégie et savoir qui va à ces réunions. Et un autre point, c'est que tu vois, là aussi, aucun CRM, alors que le concernant, Dieu sait qu'il en a besoin. Ah oui. Et l'enjeu, c'est que en parallèle, pendant qu'il recrute son sales, il sous-traite la mise en place de l'ensemble des CRM à un partenaire, à un prestataire extérieur, pour que lorsque le sales arrive, c'est en place. Ça, c'est important. Sinon, il va perdre encore 3 mois, tu vois. Allez, ça marche, écoute, ultra clair. Top. Donc l'objectif global, il est double, c'est d'augmenter son chiffre d'affaires, mais drastiquement, et de réfléchir, ok, si on devait faire un x10, comment on ferait? Mais sur ce chemin-là, avant d'aller pousser sur la croissance, c'est objectivement comment optimiser la marge. Pourquoi on parle de chiffre d'affaires et de marge? C'est que d'après ce que va partager Alec, il y a un travail intéressant pour toi à faire au niveau des chiffres, de la data, comment la mettre en forme à travers un CRM. Ce qui va compter, c'est la manière dont tu affiches l'information au quotidien pour prendre des décisions et la manière dont tu vas venir le nourrir. Obligatoire CRM WhatsApp dans les premières étapes, obligatoire un CRM qui te permet de traiter, de gérer tes connexions et un système qu'il soit inclus ou pas dans ce CRM qui te permettent en fait de visualiser ta data, que ce soit au niveau des contacts, mais aussi au niveau de tes ventes, au niveau de tes marges, au niveau de ta matière première, de tes charges, etc. Ensuite, on va avoir la deuxième phase qui est sortir assez rapidement de l'opérationnel. L'idée, c'est en fait de réduire ta présence dans les tâches opérationnelles du quotidien pour te concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Même si aujourd'hui tu fais des actions à forte valeur ajoutée au niveau networking et vente et développement des relations, tu gagnerais à être
plus spécifiquement sur des actions de négociation de deals importants et le développement de partenariats stratégiques, plus que faire du réseautage à des endroits où souvent c'est que des sales qui n'ont pas le pouvoir décisionnel. Et pour te permettre de faire ça aujourd'hui, de quoi tu as besoin pour faire ce switch? J'aurais besoin d'un PR, par exemple, quelqu'un qui va faire tous les événements networking, etc., etc. Ça peut être aussi un profil sales, tu vois, un peu chasseur, avec un process et des objectifs. C'est ce qu'on disait, ouais, je pense que je vais m'atteler à ça le plus rapidement possible pour avoir un sales. Moi, ce que j'avais proposé à Alec, il avait validé, c'est que dans cette phase de réflexion là, de l'étape 2, sortir de l'opérationnel, moi j'avais suggéré à Alec, il m'a dit c'est une très bonne idée, c'est de dire ok, demain tu fais 100 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Pour faire 100 millions, tu as besoin de quel organigramme parfait? Donc tu dessines ton organisation capable d'absorber 100 millions de dirhams à l'année. Ça va te permettre déjà d'avoir une vision plus lointaine et de dire j'ai besoin de qui à quel poste et de créer une fiche de poste ou une fiche de mission pour chacun. Et à partir de là, tu peux faire une ingénierie un peu inversée et te dire bah là, à 26 millions de dirhams, je me rends compte qu'on est très peu et moins structuré. Mais pour faire déjà un x2, je vois que j'ai besoin de quelqu'un là, de quelqu'un là, de quelqu'un là. Donc ça c'est prévu, j'ai ma checklist cette semaine. Ah, excellent, dans ce cas-là, ça rentre dans l'étape 3, le développement des ventes via le marketing. Il y a un élément aussi dont je voulais te parler, c'est mettre en place des vraies stratégies de recommandation. Parce que les apporteurs d'affaires et les partenaires doivent avoir tout en pré-mâché. Ils doivent avoir un message préécrit, le call to action, un lien à partager. Moi, ce que j'ai toujours vu, ce qui fonctionne le mieux, c'est qu'en fait, tu as une page destinée, un lien unique destiné aux partenaires où en fait ils peuvent envoyer leurs prospects dessus. Autre hack que je te partage qui est très important, c'est que j'ai constaté qu'il y avait une grosse différence entre les gens avec qui je disais juste écoute, si tu m'amènes des deals tu prends 10% et ceux avec qui je signais un document comme quoi je m'engage à la fin de la transaction à te reverser 1000 euros. Ça, tu fais vraiment la différence par rapport à tous les autres acteurs qui disent ouais t'inquiète, si on fait du biz, t'oublies pas. Ouais, c'est juste des paroles, ça peut être des paroles en l'air quoi. C'est vrai que ça fait hyper bien structuré, le mec se oh waouh. Ouais. Un truc intéressant aussi, c'est maintenir le contact et en fait avoir un planning de contact pour toi ou pour les sales où tu peux faire un call, un WhatsApp vocal, une petite photo, tu penses à eux en mode salut, je pense à toi par rapport à tel truc. Toi, ça tu sais bien le faire parce que tu as une capacité à tisser des relations amicales avec les gens, mais pour te libérer de la charge mentale, c'est le mettre en calendrier et en récurrent. Voilà un peu pour les lignes les plus importantes. Alors bien entendu, pour chacun des blocs, il y a des actions intermédiaires. Et l'idée, c'est qu'on puisse prioriser dans le meilleur ordre et avoir ce plan d'action sur 90 jours, au moins de setup. Pour moi, dans les 3 prochains mois, par rapport à ce que je t'ai évoqué, doit être prêt. Mi-novembre, mon objectif, c'est que tout ça soit lancé. Ok, c'est bien. Laisse-toi une marge de manœuvre de 15 jours supplémentaires parce qu'on a l'immersion de 3 jours après. Je me suis rendu compte que avec la structure, on peut y plaire très facilement en fait. C'est pour ça que Alec m'a dit, il faut qu'on réfléchisse à une vision x10 et faire une rétrospective derrière de comment on peut se structurer pour aller faire beaucoup plus. C'est good pour toi? On est good. Comment est-ce que tu structurerais, pour pas partir dans tous les sens, une stratégie de référent et de partenariat? Dans ton cas, vu que tu as un gros réseau, tu peux créer beaucoup de partenariats. Ouais. Mais finalement, l'idée, c'est de réussir à les qualifier, à les onboarder et à établir des objectifs avec eux. Et rapidement voir si ça a du sens ou pas. Également, dans tous les cas, il faut que tu établisses des contrats de partenariat. Ouais. Donc, au travers de ces contrats de partenariat, tu vas établir différentes règles qui fait que rapidement, ça va qualifier ou disqualifier certaines personnes lorsqu'ils vont devoir s'engager contractuellement ou lorsqu'ils vont devoir commencer à ça va être aussi un filtre. Ah ouais, un vrai filtre. Et puis, toujours dans cette dynamique de filtre, c'est les objectifs. C'est-à-dire que, imaginons demain, toi et moi, on devient partenaire. Ouais. Il faut qu'on établisse un objectif. Ok, concrètement, c'est quoi notre objectif dans le cadre de ce partenariat? Qu'est-ce qui fait que c'est intéressant. Le partenariat a du sens, le partenariat est validé, le partenariat est invalidé. Et en fait, lorsque tu mets en place des partenariats ou une stratégie d'ambassadeur, beaucoup de gens pensent que l'ambassadeur ou le partenaire va t'envoyer des clients. Or, le but, c'est qu'il t'envoie des leads les plus qualifiés possibles. Le but, c'est de faire un matchmaking avec un de tes sales, un des départements commerciaux, et rapidement qualifier ou disqualifier le lead. Toi, tu perds du temps parce que vu que tu n'as pas ce pôle-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas téléphoner toi-même, tu vas te renseigner, tu vas aller boire un café, tu vas faire un resto, tu vas faire un dîner, tu vas faire un networking, un truc, un machin. Et du coup, tu vas dire, putain, en fait, j'ai perdu une après-midi pour rien. Et c'est ce qui m'arrive pour l'instant. Ça arrive parce que justement, il n'y a pas encore de stratégie, il n'y a pas encore de pôle commercial et il n'y a pas encore de process autour de ça. Donc, c'est une des priorités. En gros, ça te permet de complètement automatiser, structurer
ton approche liée au partenariat et au prospect. Et ça te permettra rapidement d'identifier avec le temps, est-ce que c'est un partenaire intéressant ou est-ce que ça ne l'est pas. Quelle est la meilleure approche pour recruter des profils seniors, notamment en vente et marketing, dans un marché comme Dubaï? Moi, mon approche dans ce marché, elle est de se dire, ces profils-là en particulier et beaucoup sont des mercenaires. Ouais. Ils sont là pour faire de l'argent, ils sont là pour faire du business, sinon ils seraient pas là, quoi. Non, clairement. Voilà. Donc, c'est de les débaucher avec des offres qui sont plus intéressantes, supérieures à ce qu'ils ont déjà. Commission beaucoup plus élevée. Soit commission plus élevée, soit potentiel d'évolution, soit intérêt à d'autres choses que uniquement du fixe plus variable, la provision, etc. La plupart des sales ici ont de la peine avec les leads. Ils n'arrivent pas à générer des leads. Et c'est de plus en plus dur. Et du coup, la problématique, c'est que s'ils n'ont pas de leads, ils n'ont pas de prospects, ils n'ont pas de ventes, ils n'ont pas de commission. Donc. Alors que toi, tu vas arriver dans un modèle où tu vas capitaliser sur tout ce que tu as créé ces dernières années. Tu vas donc réussir à avoir ta data, créer un marketing, tu n'en avais pas, créer un système de recommandation, tu n'en avais pas, des ambassadeurs, tu n'en avais pas, des partenariats, tu vas en développer davantage. Du coup, tu vas générer naturellement plus de leads. Certains qualifiés, d'autres un peu moins, etc. Et donc, eux, ils peuvent directement bénéficier de ces leads. Ils n'ont même pas besoin d'aller faire de la prospection directe. Ça peut être un des trucs que tu vas leur proposer en plus. C'est assez confort, ça, effectivement. Très confort. Ouais. Attention à pas trop tomber dans le surconfort. Non, parce que sinon... Sinon, ça devient des assistants administratifs et voilà, c'est pas le but. C'est pas le but, non. Mais non, parce que moi, je veux quand même des requins, quoi, des gars qui ont faim, quoi. Ça peut être la carotte. Tu vois, ça peut être la carotte de je te donne 2-3 leads et puis plus tu les closes, plus je t'en donne. Tu vois, plus tu me prouves, plus tu as ça. Donc plus de commissions, etc., etc. quoi. Bon, j'ai du boulot. Grosso modo, mes questions, c'était à peu près ça. Est-ce que après notre rendez-vous et celui d'Anis, j'ai envie de dire, il y a plus qu'à déployer, quoi. Ben ouais, j'ai envie de dire, nous, notre cas, c'est pas le plus complexe. C'est vraiment, c'est d'avoir en fait, le plus important, nous, c'est d'être structuré et d'aller par étapes. Ouais. Mais grosso modo, ça change beaucoup de choses, hein, by the way. Ah bah ouais. Maintenant, c'est vraiment un plaisir. On sait ce qu'on fait, quoi, dans la journée. On n'est pas en train de courir sur un site, revenir. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, on est. Enfin, moi, mon planning est diabolique, hein, pour être honnête. Mais c'est excitant parce que je sais, j'ai ma petite liste de tâches tous les jours. Enfin, c'est clair, quoi. Surtout de passer plus de temps au bureau et moins de temps sur le terrain, quoi. Alors que alors que je faisais 80. Enfin, je peux le dire à la Belge ou à la Suisse, mais je faisais 90% de mon temps sur site, dans la voiture, etc. C'est pas ta valeur ajoutée. Pas des masses, non. Tu peux le déléguer, tu peux. Tu vois, ça reste un plaisir, hein, c'est pas ça, mais plus tant que ça non plus. Là maintenant, j'ai vraiment envie, déjà que ça nous rapporte plus pour le temps et ce qu'on a investi dedans, et aussi parce que t'as vu le potentiel et je le vois aussi, et donc. Il y a cette espèce de petite frustration motivante, j'ai envie de dire. Je dis, on est vraiment au bout du truc pour que ça cartonne bien, quoi. Ouais, complètement. Donc voilà, ça c'était, il n'y a plus qu'à. Bah écoute, merci pour tes réponses. Avec plaisir. Et comme tu dis, il n'y a plus qu'à. Ouais. Voilà. Voilà comment, en seulement quelques heures, nous avons établi un plan d'action complet de stratégie permettant à Guillaume de multiplier son chiffre d'affaires par 5 dans les années à venir. Si vous vous reconnaissez dans des problématiques comme le manque de structure, l'absence de stratégie, que ce soit sur la partie acquisition ou conversion, également la difficulté à recruter une équipe performante, une équipe de talent, ou même l'absence de process, ou encore le manque d'automatisation dans votre activité, alors réservez votre audit via le lien en description. À très bientôt pour une prochaine vidéo.